Dans la tête d'un coureur Heroes, Aurélien Broussal-Derval. Bienvenue sur Dans la tête d'un coureur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, pendant longtemps, a divisé le monde du sport, la musculation et la course à pied. Parce que soyons honnêtes, pendant des années, ces deux disciplines se sont regardées un petit peu de loin, parfois même avec méfiance. Mais aujourd'hui, eh bien, tout ça, c'est en train de changer. Et pour en parler, j'ai la chance d'accueillir un expert qui ne vient pas du monde du running. Et c'est justement ce qui rend son regard si précieux. Il est préparateur physique depuis plus de 20 ans. Il a travaillé avec des champions olympiques en haltérophilie, en boxe, en judo, mais aussi dans le sport auto ou le golf. Et il s'intéresse depuis toujours au pont entre les disciplines sportives. Il s'appelle Aurélien Broussal-Derval. Salut Aurélien, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. Comment ça va vraiment ? Salut Guillaume, merci de me recevoir. Ça va très très bien. Et je suis content de venir partager sur cette antenne. Effectivement, je trouve aussi que les deux mondes se rassemblent, et notamment dans mon univers qui les rassemble depuis toujours, puisque tu le sais, en préparation physique, la course à pied, c'est une des activités support au même titre que la musculation et ses différentes formes. Donc je suis content de pouvoir témoigner un peu des rapprochements. C'est vrai qu'on fait un sport, nous les coureurs et les coureuses à pied, qui est finalement pratiqué par plein de gens, parce que les footballeurs, ils ont besoin de courir pour s'échauffer, les basketteurs, c'est pareil, même dans les sports de lutte, les combats, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir cette discipline qui est quasiment pratiquée par tout le monde et par tous les sportifs. Donc ça c'est vrai qu'il faut, voilà, c'est plutôt pas mal. Alors Aurélien, avant de plonger dans le cœur du sujet d'aujourd'hui, moi j'aimerais qu'on prenne quand même un petit moment, déjà pour te découvrir, pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore, voilà, pour qu'ils apprennent à te connaître. Tu crées beaucoup de contenu, tu es aussi intervenu dans énormément de fédérations, je le disais en introduction, et moi je te suis depuis longtemps, je suis tes contenus, tes livres aussi, tes formations, et ce que j'ai remarqué, c'est que tu as une vraie passion, tu as une vraie curiosité, et du coup, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui t'anime autant dans ce métier de préparateur physique ? Qu'est-ce qui te fait vibrer au quotidien, justement, dans le muscle ? Je crois que c'est l'aspect multiforme des choses, et justement cette opportunité de mêler de la science et de l'artisanat en permanence. Et ça, je trouve ça vraiment très très bien, parce qu'un peu à la manière de la cuisine, finalement la prépa physique et l'entraînement en général, il y a des bases scientifiques. On a un peu scientifisé le truc pendant un moment donné. Là, c'était la mode de tout ramener à de la science dure, alors que c'est pas forcément toujours nécessaire. Mais néanmoins, comme en cuisine, l'eau est bout à 100 degrés. Voilà, et quand tu fais cuire quelque chose à 90, t'as pas le même résultat. Donc, il faut connaître toutes ces choses-là. Et puis, de l'autre côté, des savoirs de terrain purement pratiques qui renvoient à de l'expertise technique, à de l'expérience, à de l'essai-erreur. Et c'est là que du coup arrive énormément de partage, parce qu'on ne peut pas se réfugier tout le temps dans la science, et on ne peut pas non plus s'appuyer uniquement sur le terrain. Et donc il faut des gens pour faire le trait d'union. Et j'ai eu la chance, moi, comme tu l'as rappelé en introduction, de travailler avec beaucoup d'athlètes de haut niveau, à énormément publier sur des aspects scientifiques, et du coup de pouvoir saisir l'opportunité de vulgariser dès le départ, au travers d'articles, puis au travers de livres. Et puis, les temps évoluant, plus des vidéos, des podcasts comme toi, tu le fais. Et je suis content d'utiliser tous ces supports pour créer du contenu et partager ma passion. Alors, j'aimerais zoomer un petit peu sur ce que tu viens de dire. Si tu as une phrase, un principe, peut-être une philosophie, une conviction que tu portes justement depuis longtemps et qui te tient vraiment à cœur dans la vision que tu as de ton sport, ce serait laquelle ? J'ai une punchline qui est devenue une punchline très connue dans l'univers de l'entraînement. Malgré moi, c'est un coach qui ne s'entraîne pas est un imposteur. Alors, j'y suis allé un peu fort, mais bon, le but, c'était pas de la créer. Ah, il y a des contre-exemples. Alors, c'est ça, on me sort toujours les deux contre-exemples de l'entraîneur de natation qui a eu un champion olympique et je sais plus lequel, qui en fait nous rappelle simplement que le meilleur entraîneur, c'est celui qui a les meilleurs athlètes. Mais au fond, ce que je veux dire par là, c'est encore une fois cette idée d'artisanat. C'est-à-dire que c'est en forgeant que l'on devient forgeron, pas en regardant depuis le coin du terrain les gens soudés, qu'on va pouvoir derrière devenir vraiment leur entraîneur et leur faire passer des paliers. Je pense que ça renvoie à des règles d'empathie évidentes, de maîtrise des conséquences de charge. On en parlait hors antenne. Une fois que tu as vécu dans ta chair un certain nombre de séances, tu sais de quoi tu parles. Une séance de côte, tu sais ce que c'est. Une séance au seuil, tu sais ce que c'est. Tu ne l'as pas théorisé. Les millimoles, tu les as vécus. Tu sais ce que ça veut dire. Et du coup, ta parole devient crédible. Et puis surtout, toi, tu l'utilises avec parcimonie. Et surtout, encore une fois, on n'est pas des théoriciens qui appliquons des choses au terrain, un peu comme le ferait un ingénieur aéronautique qui fait voler des avions sur un ordinateur avec des
données, des équations et des données. En fait, ça reste du très concret. En fait, pour moi, ça reste du terrain. Nous, on fait quelque chose de beaucoup plus complexe, finalement, de moins prédictible, de moins clair, de moins mesurable. Et donc, à un moment donné, il faut descendre sur le terrain, se remonter les manches. Alors, je ne dis pas qu'il faut être champion olympique toute sa vie, ce ne serait pas possible. Mais néanmoins, incarner ce que l'on préconise, c'est vraiment aujourd'hui le motto de mon école de coach. Ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que pour en avoir parlé à des athlètes, il y a beaucoup d'athlètes, comme tu en fais référence, ils ne veulent pas d'entraîneurs qui ne savent pas ce que c'est que de faire, 20 km allure marathon avec 3 minutes de haute intensité ou de faire 20 fois 400. Voilà, ils ont besoin aussi de se dire, il sait de quoi il parle et il sait ce qu'il me demande de faire, il sait ce que ça va me coûter. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper important, d'être connecté avec son entraîneur. Néanmoins, moi, je nuancerais un petit peu parce que tu as quand même aussi ce biais. Par exemple, les grands champions n'ont pas forcément fait des grands entraîneurs. Carl Lewis, c'est pas un entraîneur incroyable. Michael Jordan, je crois aussi, c'était un petit peu essayé, c'était pas très bien passé. On le voit aussi avec Zidane, c'est pas encore le grand entraîneur. Parce qu'aussi, il y a des fois une forme aussi de... Comme ils ont souffert, il faut que ces athlètes aussi souffrent autant que lui. Il y a aussi ce côté-là et il y a aussi ce biais, ce qui a marché sur moi. Et ça, on le voit beaucoup avec les entraîneurs aujourd'hui qui sont des coachs ou qui sont dans un coach et beaucoup sur les réseaux sociaux. Ce qui marche pour moi, ce qui est efficace pour moi, finalement, c'est efficace pour tout le monde. Alors que des fois, c'est pas tout à fait ça. Ouais, je te rejoins complètement. Ce que tu rappelles, c'est que le métier d'entraîneur, c'est un métier à part entière avec plusieurs facettes et la pratique sportive est une des facettes qui est incontournable, mais c'est une des facettes et elle n'est en aucun cas suffisante, quel que soit le niveau que tu as atteint dans ta pratique. Le fait d'être expert technique dans une des disciplines de l'athlétisme ne fait absolument pas de toi un entraîneur d'athlétisme et encore moins un professeur parce que tu as expérimenté une pédagogie, une ou plusieurs méthodologies d'entraînement qui ont peut-être fonctionné sur toi, peut-être pas. Ça enrichit ta lecture, ok, mais ça peut aussi la biaiser. Donc effectivement, il faut se former, il faut passer des formations, et ça toute sa vie, et se reconvertir en fait d'un métier qui est celui d'athlète, peut-être professionnel même, à celui d'entraîneur, peut-être aussi professionnel, parce qu'il y a aussi des entraîneurs bénévoles. Je me souviens, je ne sais plus quel entraîneur disait ça, mais il disait, voilà, il faut avoir fait de la compétition, mais il faut avoir aussi une forme de frustration, d'être pas allé au bout de sa carrière pour justement pouvoir être meilleur avec les autres. Peut-être que ça te maintient une espèce de flamme pour pousser les autres, tu as raison. De la même manière, je ne pense pas qu'il faille avoir été athlète de très haut niveau pour maîtriser finement sa discipline et pouvoir la transmettre finement aussi. C'est deux univers différents. Néanmoins, encore une fois, tu as vécu l'entraînement au seuil à ton niveau. Alors ton seuil à toi, ça court moins vite que celui de l'athlète que tu entraînes, sans doute. Et quand bien même d'ailleurs tu aurais été champion olympique, c'est vrai aussi. Je veux dire, tu ralentis avec l'âge, c'est l'ordre des choses, puis tu t'entraînes moins. Mais néanmoins, tu sais de quoi tu parles. C'est surtout ça dont on parle. Il ne s'agit pas d'être champion, que tous les entraîneurs soient champions olympiques, évidemment. Et puis pas voir que le sport par le prisme de la science. C'est comme Je peux lire tous les livres de cuisine des plus grands chefs et les apprendre par cœur, ça ne fera pas forcément de moi un bon cuisinier. Parce qu'il y a aussi la réalité du terrain et il ne suffit pas d'avoir que la théorie, la pratique, c'est aussi important. Alors, tu viens de la force pure, tu viens du monde du muscle, mais tu parles de plus en plus aux coureurs, tu crées de plus en plus de contenu à destination des sportifs d'endurance. Qu'est-ce qui t'a amené justement à t'intéresser à ce monde-là de la course à pied et de l'endurance en général ? Alors écoute, c'est vrai qu'on me met surtout sur ce créneau-là pour deux raisons. D'abord parce que effectivement, j'ai grandi dans une salle de musculation. Mon papa, il avait il était prof de culture physique, on appelait ça comme ça à l'époque. Puis j'ai été formé par le culturisme et la force athlétique. Et puis un peu plus sur le tard à l'haltérophilie. Donc je suis devenu DTN adjoint de la fédération de musculation haltéro. Donc c'est un peu un qu'on me mette cette étiquette poids et haltère. Néanmoins, je ne suis pas vraiment spécialiste des poids et haltères d'un point de vue de spécialiste, puisque je suis sur un podcast de spécialistes de course à pied. Donc, si j'allais sur l'équivalent, je sais pas, dans la tête de l'haltérophile ou du force athlétiste, on me considérerait pas comme un spécialiste non plus. Donc, je suis vraiment quelqu'un qui a une maîtrise technique avancée sur ces techniques-là, mais de leur point de vue de spécialiste, je ne suis pas un spécialiste. Et finalement, j'ai un peu le même niveau de compétence aux courses à pied. Je cours 2 à 3 fois par semaine depuis toujours. Voilà, j'ai toujours eu cette pratique continue. Comme je dis, la course à pied, ça reste une des activités support majeures de la préparation physique. Et aujourd'hui, la prépa physique se range du côté des poids et haltères d'un point de vue un petit peu
automatique nord-américain, j'ai l'impression, c'est un peu une tendance. Néanmoins, je constate que, tu vois, j'étais hier encore à l'INSEP, les boxeurs, ils faisaient de la piste, ils faisaient de la VMA sur la piste, et donc le préparateur physique, là, s'il n'a pas fait un minimum d'athlé, il est complètement largué. Comme tu l'as dit en introduction, l'athlé, c'est partout, c'est omniprésent, beaucoup plus que les poids haltères, ça a été beaucoup moins... même si ça arrive de plus en plus dans tous les sports, la préparation physique aujourd'hui. Ouais, ça arrive partout, même en athlète. Et sous la forme de poids et haltères, alors qu'on voit que c'est beaucoup plus varié que ça. Et typiquement, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde un échauffement de rugby ou de foot ? On voit des gens faire des montées de genoux, on voit des gens faire des talons-fesses, on voit des gens faire du travail quasiment de griffé parfois, on les voit faire des gammes athlétiques. Et donc, il y a eu très tôt une démocratisation des contenus athlétiques dans la prépa physique, et puis après, un détachement dans le cœur de l'entraînement, alors qu'on voit que c'est omniprésent. Ce qui n'est pas le cas à l'inverse des poids et haltères, dont les gammes techniques n'ont jamais perfusé parce qu'il y a eu une forme d'élitisme en disant « ouais, mais l'haltéro, si tu n'es pas dedans, tu peux pas, c'est trop technique. » Voilà, laissez tomber, comme si un arraché, c'était plus technique qu'un griffé. Bon, ça se discute. Et puis, à l'inverse, les contenus de développement de la force, de la puissance sont devenus le cœur du métier des préparateurs physiques, alors que le VO2 max, c'est un sujet tout aussi important et on le développe quand même particulièrement bien en course à pied. Alors, tu as travaillé avec des cultures sportives très différentes. Je crois que tu as travaillé pour des équipes russes, les UK, l'Espagne. Qu'est-ce que tu as appris justement de tout ça sur la manière de préparer un athlète ? Est-ce que tu as noté des différences culturelles ? Est-ce que tu as noté des différences dans les approches ? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui te viennent en tête et tu te dis « Ah, l'approche, elle est quand même très différente de ce que nous, on fait en France ou en Europe ?» Ah, c'est intéressant comme question. Effectivement, il y a deux mondes, même plus, il y en a même trois. Je reviens de Chine, c'est encore un autre univers. Ce que ça nous enseigne, c'est qu'au fond, il n'y a peut-être pas tant d'observation que ça entre les univers déjà. Il n'y a pas tant de porosité. Je me rends bien compte que malgré la mondialisation, malgré l'Internet, malgré les voyages, malgré le fait que des Français ils se font employer en Chine, en Russie et vice-versa, finalement, chacun est un peu persuadé de détenir la recette magique. Tu vois, contrairement, je sais pas, une industrie comme la bagnole, où tout le monde se copie, et puis dès qu'il y en a un qui fait vraiment de la performance au-dessus des autres, on va essayer de faire comme lui. Il n'y a pas d'attachement émotionnel aux méthodologies. C'est pas du tout le cas en sciences du sport. Les gens sont persuadés d'avoir la meilleure méthode, et du coup, ça crée des vraies écoles et des vrais courants de pensée. Mais aussi, on se rend compte que tout est lié à une vision du monde, et le paradigme est très très fort en sport, issus de l'environnement social et culturel des pays auxquels on appartient. Donc évidemment, sans aucune surprise, en Chine, il y a un gros volume d'entraînement dans la culture. Sans aucune surprise, en Occident, il y a un rapport au jeu et à la variété qui est plus important qu'ailleurs, qu'on érige en science, qu'on érige en obligation. Si on ne peut pas faire autrement de la performance dans notre paradigme. On ne s'imagine pas une seconde faire une séance qui soit chiante, qui soit pénible, qui soit pas un minimum joué en sport collectif, par exemple. En Russie, on pense pas du tout les choses comme ça. En Russie, on considère la pratique plus proche d'une pratique hygiéniste et de santé publique, type brossage de dents, que du jeu. Tu vois, comme au Kenya et en Éthiopie, où ils se demandent pourquoi est-ce qu'on peut aimer courir, quoi. C'est avant tout un job et cette notion de plaisir, elle est moins importante. Ouais, et du coup, ça cascade sur les méthodos d'entraînement. Je reprends l'allégorie du brossage de dents, si tu veux. Nous, pour que les enfants se brossent les dents, il faut que le dentifrice soit à la fraise. Et pour que les adultes se brossent les dents, il faut que le dentifrice rende les dents blanches, tu vois, et élégantes. Tu vois. Il faut des vrais arguments pour te motiver à continuer à le faire. En Russie, tu continues à te brosser les dents parce que tu constates que tu n'as pas de carie. Et donc, c'est l'effet qui fait que tu vas continuer à... C'est plus pragmatique. Voilà. Donc, sur l'entraînement, ça fait des entraînements beaucoup plus courts, beaucoup plus intenses, beaucoup plus qualitatifs, mais tout le temps, toute la vie, 7 jours sur 7. Tu vois la différence ? Ce qui est intéressant aussi, c'est que des fois, on voit des approches très différentes sur les manières d'enchaîner. Alors moi, j'ai parlé sur les séries en course à pied, les récupérations, il y en a qui vont le faire en passif, il y en a qui vont le faire en actif. Le volume aussi, des fois, on a des différences de volume qui sont importants, de 30 à 40% de plus ou moins en fonction des cultures. Monstrueux. Et pourtant, il y a quand même des résultats dans les deux écoles. Il y a des athlètes russes qui performent, tu as des athlètes français qui performent aussi, tu as des athlètes chinois qui performent. Et en fait... finalement, est-ce que, tu vois, il y a pas de la place pour tout le monde ? Bah oui, ça nous rappelle que tout est question de chemin, finalement, et on doit L'important, c'est de s'entraîner. À partir du moment où tu t'entraînes et que tu es régulier... être extrêmement humble par rapport à tout ça.
Il y a un côté un peu mystique aussi dans tout ça. C'est-à-dire que finalement, l'entraînement, on l'a présenté comme un acte de science, beaucoup. Je le présente comme un artisanat, mais on peut le présenter comme un acte de foi. Tu vois, il y a un truc un peu mystique où finalement, tu es face à quelque chose de fou, devenir le meilleur du monde dans ta discipline, de complètement magique. Et il faut être porté par une forme de foi pour, à un moment donné, aller au-delà de tout ça. Donc, c'est ce qui est vraiment passionnant et c'est ce que nous rappellent ces différences culturelles. C'est qu'il n'y a pas un chemin, il n'y a pas une méthodologie et c'est ça qui est génial. Alors pourquoi, toi en tant qu'expert, alors tu n'es pas le porte-parole des experts, mais pourquoi certains sont vraiment convaincus qu'ils détiennent la vérité et ils veulent absolument imposer leur vision des choses aux autres? Pourquoi il y a cette petite manie aussi, pas forcément chez toi, mais chez beaucoup d'experts, c'est comme ça qu'il faut faire? D'abord parce que je pense que c'est un monde de dingue, en fait. C'est un monde de fou, le sport. Et le sport de haut niveau, tout particulièrement. Donc on a des gens qui sont extrêmes, qui à un moment donné ont sacrifié à peu près tout pour leur propre entraînement et parfois pour leur performance, parce que rappelons-nous que c'est des gens qui, l'immense majorité de leur carrière, ces statistiques, ont perdu. Il y a peu de Teddy Riner. En général, l'immense majorité des gens, ils passent leur temps à perdre. Il n'y a que 3 places sur le podium. Donc voilà, c'est statistique. Et donc, c'est des gens qui arrivent souvent avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'accomplissements, mais aussi de choses qui n'ont pas été accomplies. Et puis les accomplissements pèsent lourd dans cette équation-là, parce que c'est vraiment le pic de la montagne, mais c'est ce qui a été le plus dur à accomplir, donc on y croit dur comme fer, si tu veux. Et avec des personnalités comme ça, ça tire tout droit, de manière parfois violente et déraisonnable, et on n'est plus du tout dans la science, on n'est plus du tout dans la méthodologie, on est totalement dans l'acte de foi. Et là, en fait, les gens sont retranchés derrière des certitudes. Et c'est parfois aussi ce qui fait gagner, si tu veux. C'est-à-dire que finalement, encore une fois, le chemin importe peu. Il y a un point A, un point B. Entre les deux, il faut faire confiance. Il faut faire confiance tout de suite parce que tu n'as que 4 ans pour te préparer. Donc au fond, on en arrive à des comportements un peu déraisonnables comme ça, où on est persuadé d'avoir la recette miracle. Parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai. Parfois c'est vrai un temps. Parfois c'est vrai un temps, parfois c'est vrai avec certaines personnes. Voilà. Bon, hyper intéressant. Merci de t'être prêté un petit peu au jeu du portrait. On va revenir au fil de notre échange sur certains points qu'on a évoqués là brièvement. Mais je le disais en introduction, pendant longtemps, on a opposé la musculation et l'endurance. D'un côté, on disait aux coureurs que si vous vous musclez, vous allez prendre du poids, vous allez vous alourdir. Et on disait à ceux qui faisaient de la muscu que ça ne servait pas à grand-chose. La salle de cardio, c'était plutôt pour Vanessa qui venait au mois de mai pour perdre un peu de poids. Nous, voilà, on reste un peu entre nous et on est dans le dur. Vanessa, si tu nous regardes. Voilà, désolé s'il y a des Vanessa qui nous écoutent. J'ai rien contre les Vanessa, je tiens à le préciser. Ne m'écrivez pas pour vous dire que je suis un odieux personnage. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ces deux mondes se parlent de plus en plus. Fini le côté chien et chat. On a maintenant des gens de la musculation qui se mettent à faire des marathons, qui ont plus peur de perdre en volume, en hypertrophie musculaire. On a de plus en plus de coureurs aussi qui se mettent à faire de la musculation et même on voit des morphologies changer sur les pistes. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Pourquoi ce monde finalement, il est en train de se mixer? J'observe plusieurs phénomènes. Le premier phénomène que j'aimerais souligner, c'est qu'on a clairement une évolution de ce qu'on entend par la pratique de la musculation et de l'autre côté, parce qu'on entend par la pratique du running. Avant la musculation, à cette époque d'opposition intense et massive, c'était le bodybuilding. C'était le culturisme. Donc des gens qui pratiquaient avec un objectif de prise de masse. Donc déjà, on avait une première forme extrême de pratique qui est très différente de ce qu'on voit aujourd'hui avec du crossfit, beaucoup plus multiforme, avec de l'Aerox, qui est une déclinaison, beaucoup plus athlétique pour le coup, beaucoup plus running. Donc des morphotypes qui évoluent. La libellule qui gagne en Aerox, c'est pas du tout la marmule qui gagne en crossfit, qui n'est pas du tout le bodybuilder type Schwarzenegger pour faire vraiment des stéréotypes, ou même un haltérophile. C'est encore des morphotypes et des modes de pratique différentes, et du coup des conséquences sur le corps complètement différentes. Donc on peut rajouter évidemment la préparation physique, l'entraînement fonctionnel, tous les bootcamps, les boutiques gym qu'on voit éclore un peu partout dans les grandes villes, où on a des modes multiformes de pratique de la musculation et des poids et haltères.
On pourrait même rajouter certaines gymnastiques dites douces, mais qui finalement s'intensifient énormément. Hein. Certaines pratiques du yoga sont particulièrement intenses et proches du renforcement musculaire. Le pilate, j'en passe et des meilleurs. Donc la musculation, c'est complètement diversifié. Premier point. De l'autre côté, le running, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que le running, dans les années 80, les gens, ils couraient pour un objectif, cross, je simplifie un peu, Ouais, mais c'est ça, hein. cross, longue distance, marathon. Mm. Les fondus, ils faisaient du triathlon, voilà. Aujourd'hui, les fondus, ils font un peu de tout. Ils font de l'Ironman, ils font l'ultra trail, Ouais. ils font le marathon. Ça a accéléré comme jamais. C'est-à-dire que c'est plus le marathon d'avant. Le marathon, c'est plus une épreuve si longue que ça, si on prend les vrais performeurs. Et qu'est-ce que le long? Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, on s'est retrouvé à avoir pareil, une diversification de la pratique, de la course à pied, et avec des gens qui aiment bien faire un peu de tout aussi, qui papillonnent un peu. Et donc, c'est assez logique qu'il y ait un peu plus de porosité entre les univers. Il n'y avait pas d'incompatibilité dès le départ, en fait. On a cru. C'était des idées reçues sur ces deux pratiques polarisées. Mais en réalité, il n'y a pas d'incompatibilité. On peut faire des poids haltères tous les jours et pas prendre un gramme, c'est faux, il y a toujours un peu de prise de masse. Mais enfin, prendre très très peu de poids, prendre 200 grammes, 300 grammes, tu vois. Donc, il y a déjà une idée reçue qu'il faut briser. De la même manière que c'est pas parce que tu cours que tu vas perdre ta masse musculaire. Ça aussi, c'est l'idée reçue inverse. C'est On a beaucoup répété aux gens aussi. Hein, complètement faux. Il y avait l'inhibition des molécules, donc on n'allait pas. Bien sûr. Regarder les Kenyans, ils sont pas musclés. Regarder les Éthiopiens. Et ce qui est faux aussi, c'est pas qu'ils sont pas musclés, c'est qu'ils sont pas musclés comme Schwarzenegger. Voilà, évidemment. Et de toute façon, il y a des questions de volume d'entraînement. Quand tu fais un bodybuilding pour devenir Schwarzenegger, tu n'as évidemment pas la bande passante. Et le volume, il n'y a que 24 heures dans une journée de nuit. Tu n'as évidemment pas le volume pour t'entraîner à un marathon. De toute façon, ça ne rentre pas. Donc, elle est là, l'incompatibilité. Et une fois qu'on a dit ça, l'endurance et travailler à des zones proches du VO2 max, voire au-dessus, tu n'es pas obligé de le faire en continu et tu peux saucissonner ton entraînement sur de l'anaérobie plus marquée et donc des choses qui sont beaucoup plus compatibles avec ce que tu fais habituellement dans ta salle de muscu. Donc, au fond, il y a plein de chemins pour combiner les deux, il n'y a aucun problème là-dessus et tu peux même garder du volume et même en prendre en développant quand même tes niveaux d'endurance. À un moment donné, évidemment, si tu veux être champion du monde de marathon, faut être le plus léger possible dans une certaine mesure. Il y a un rapport poids-puissance qui n'est pas le même que celui d'un haltérophile, c'est évident. Donc, tu vas juste t'ajuster dans ton mode d'entraînement, mais aussi dans ta nutrition. Alors, on voit aujourd'hui quand même l'émergence d'un modèle qui est de plus en plus populaire. Alors, c'est ce qu'on appelle un peu l'athlète hybride. C'est un mot qui est très à la mode. Tu vas nous donner d'ailleurs ton avis sur cette terminologie. Alors, je sais que toi, tu parles aussi un peu d'intelligence physique. Mais du coup, voilà, quel est ton regard par rapport à ça? Est-ce que tu penses que c'est ce que tu nous disais dans la logique des choses? Et surtout, la définition pour toi d'un athlète complet. Tu vois, il y a aussi cette idée aujourd'hui qu'on cherche plus à être le plus balèze possible, on cherche plus forcément à être le plus endurant possible, mais on cherche ce côté très complet, très athlétique, un peu, il y a un peu l'époque de l'athlète romain, quoi, tu vois, ou de l'athlète un peu antique. Toi, ta vision par rapport à ça? Ouais, c'est vrai que c'est un peu la mode. Les disciplines croisées comme le crossfit même le triathlon, ou le triathlon, exactement, viennent. Et puis même dans les sports de combat, le MMA, c'est une belle illustration aussi. On aime bien quelque chose qui soit un peu moins codifié, un peu moins enfermé dans des règles. Bon, on s'y retrouve très très vite dans d'autres règles. C'est juste qu'on est en train de réinventer d'autres disciplines, d'autres formes de pratiques. D'ailleurs, on revient... Parce que tu parlais du MMA, mais finalement, maintenant, le MMA, sur de bon, c'est de la lutte, parce que ça se gagne souvent au sol. Donc, on voit justement que ces sports-là, c'était un peu ce qu'ils faisaient. En fonction des règles, si tu veux, des moments dans la pratique du MMA, parce que c'est un de mes sports. Je pratique moi le jiu-jitsu brésilien à la base, parmi mes sports d'expertise. Hein. Et donc, le MMA, j'en ai évidemment fait. Et donc, en fonction des moments et des règles, les strikers sont favorisés, ou les lutteurs, ou les grappleurs. Et puis des fois, c'est les grappleurs plutôt endurants qui sont favorisés parce qu'il n'y a pas de round. Et puis d'un seul coup, on met des rounds. Donc là, les strikers reprennent le dessus. Bon, évidemment, la règle influence énormément. Donc qu'est-ce qu'un athlète complet finalement? C'est un peu pareil en endurance. C'est un peu pareil quand on mélange des poids et haltères et de la course à pied, comme c'est le cas en crossfit. En fonction de l'épreuve, l'athlète complet, en fait, ça n'existe pas vraiment. Si on remonte d'un cran dans les qualités physiques, pour moi, l'athlète complet, c'est celui qui est capable, au niveau moteur,
de tout faire. Après, il va adapter son moteur, pour le coup, son moteur énergétique, à la tâche qui lui est imposée. Mais en amont de ça, d'un point de vue moteur au niveau mouvement, cette fois-ci, il doit être capable de tout faire. Donc, pour moi, un athlète complet, c'est quelqu'un qui a la capacité technique d'enchaîner les appuis en course à pied de manière efficace et ergonomique. De la même manière qu'il est capable de nager, qu'il est capable de se mettre en triple flexion, hanche, genou, cheville, s'il doit soulever une charge lourde en toute sécurité. De la même manière qu'il est capable de produire des efforts dos rond, dos droit. En gros, c'est quelqu'un de mobile. Pour moi, c'est ça le vrai athlète complet. Parce qu'il y a quelqu'un de mobile, on va être capable derrière de l'entraîner sur quasiment tous les terrains. Il ne sera pas optimisé pour tous les terrains, évidemment, mais il pourra être concurrentiel et performant sur tous les terrains. Et pour moi, c'est ça l'athlète hybride tel que je l'envisage. Excellent nulle part, mais bon partout. Alors peut-être il arrive quand même à avoir des niveaux d'excellence, quand même. Néanmoins, à la question fondamentale de quoi est-il capable, il est capable de tout. Ouais, c'est drôle. Ça en dit peut-être aussi long sur la société, sur l'époque dans laquelle on vit, où on cherche à être le plus polyvalent. C'est intéressant. Il faudrait demander aussi à un philosophe son avis sur la question. Mais c'est marrant de voir qu'il y a quand même des modes, des courants et que tout ça évolue. Alors, et puis on dit souvent que le sport, c'est le reflet de la société. Donc ça ne fait que le prouver. Alors Aurélien, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on entre dans un terrain que les coureurs redoutent un peu parfois, on va pas se mentir, la musculation. On le sait, c'est de plus en plus en tout cas présenté comme un gros levier de progression, à condition j'imagine de savoir quoi faire et de bien s'y prendre. Comme toujours. On va essayer de balayer un peu tout ce qu'il faut savoir pour l'intégrer intelligemment à sa pratique en tant que coureur. Et pour commencer, je vais mettre un peu les deux pieds dans le plat. Selon toi, est-ce qu'un coureur qui ne fait pas de musculation finit tôt ou tard par le regretter ? Finira plutôt tôt ou tard par le regretter. Non, je pense pas. Très honnêtement, il faut arrêter de culpabiliser les gens. Encore une fois, on est dans des visions radicales, très influencées par des modes, qui elles-mêmes sont nourries par la science, qui va s'ancrer dans un paradigme et chercher à observer ce qui l'arrange. Donc évidemment, on ne faisait pas du tout de force depuis des années et des années. D'un seul coup, on commence à mesurer un petit peu les effets de programme de force sur des runners et on se rend compte que ça fonctionne. Ok, très bien. Deuxième observation, on cherche des gains marginaux par rapport à des gens qui sont taillés différemment de nous et qui sont donc beaucoup plus prédisposés aux efforts d'endurance. Et donc, il nous faut trouver des solutions innovantes pour combler nos faiblesses génétiques, on va dire ça comme ça. Et donc, la force apparaît comme un moyen de combler ces gains marginaux et elle obtient des validations scientifiques qui font que, évidemment, on a envie de préconiser aux athlètes de haut niveau de faire de la force et aux athlètes de moins bon niveau de faire de la force pour se préserver. Et on y reviendra un petit peu plus tard. Et puis, une fois qu'on a dit ça, on se dit, OK, il y a un volume d'entraînement qui est quand même très important en athlète. Et à quel moment on fait rentrer ça et pourquoi ? Donc, c'est à ces questions-là qu'il faut répondre. Maintenant, de là à dire qu'il faut que tout le monde fasse de la force, sinon on va le regretter quel que soit notre niveau, que ce soit à très haut niveau, où on voit qu'il y a encore des performeurs de très haut niveau qui ne font pas ou très peu de force, on voit que c'est pas vrai, c'est une contre-vérité. Et inversement, l'immense majorité des, je sais pas combien, 20 millions de runners en France. 15 millions. 15 millions, tu vois, je suis un peu optimiste. Les 15 millions de runners, l'immense majorité fait pas de force. Et pour autant, je pense pas qu'ils finissent tous chez le kiné, et jusque-là, on n'en faisait pas, ça allait. Donc, voilà, il faut pas culpabiliser les gens. Maintenant, c'est bien si vous en faites. Et voilà pourquoi. Souvent, les gens, ils ont peur de se blesser en faisant de la force. En fait, c'est l'inverse. Je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre de dire que si vous faites de la force, vous allez moins vous blesser. Le premier, c'est justement ce volume d'entraînement. C'est-à-dire que peut-être qu'on va réussir à obtenir des gains similaires, une progression constante similaire, avec un volume plus maîtrisé. Donc si j'ai un volume plus maîtrisé, je réduis les contraintes mécaniques. Donc concrètement, un peu moins de bornes et d'autres sollicitations qui vont peut-être vous aider à passer des paliers ou à maintenir votre niveau préalable. Ensuite, la course à pied, c'est quoi ? C'est enchaîner des appuis. D'un point de vue mécanique, c'est de l'endurance de puissance. À très faible intensité. On n'est pas en train de parler d'un sprinter. Je parle vraiment du sport, de l'athlète d'endurance. Donc c'est enchaîner des appuis.
c'est répéter des contraintes mécaniques, encore une fois, avec un maximum d'efficacité. Donc, c'est reproduire des niveaux de force au sol et les restituer. Et ça s'apprend et ça s'entraîne. Et pas uniquement par la course à pied elle-même. Si on est capable, par un travail intelligent pliométrique, par un travail intelligent de charges excentriques sur des séries courtes et maîtrisées, avec des charges évidemment adaptées au public dont on parle, des gens qui sont plutôt légers, des gens qui sont débutants en force, en poids et haltères, eh ben on va avoir des progrès remarquables. Parce qu'évidemment, à ce niveau-là, vu qu'ils n'en ont jamais fait, d'un seul coup, ils vont faire des bonds des bonds de géants. Et du coup, on va influencer un certain nombre de facteurs mécaniques. On peut parler du RSI, par exemple, qui est la force de restitution. C'est la qualité de chaque appui par l'explosivité. Ce fameux RFD, c'est la vitesse que vous mettez à atteindre vos niveaux de force maximum. Ça, c'est des choses qui se mesurent et qui s'entraînent. Et qui s'entraînent sur des séries courtes. Donc ça nous arrange, puisqu'encore une fois, on contient le volume. Donc c'est absolument pas absurde de recommander à tous les gens qui s'entraînent de manière régulière d'implémenter de la force dans leur entraînement. Maintenant, c'est quoi s'entraîner de manière régulière ? Si vous avez 2 sorties par semaine en course à pied et que c'est ça qui vous fait kiffer d'aller au bois, etc., sacrifiez pas ça pour aller à la salle de muscu si vous aimez pas ça. Là, on marche sur la tête. En revanche, dès lors que l'on s'entraîne 5 fois par semaine, avec un vrai objectif, on est en train de préparer un marathon, et là, vraiment, ça vaut le coup de se poser la question. Hyper intéressant. Alors, tu travailles avec des athlètes très différents. Là, on parle d'amateurs, de gens qui ont des objectifs de course, d'autres qui sont des athlètes élites, d'autres qui sont des athlètes de haut niveau, professionnels. Mais concrètement, un coureur à pied, on va dire, voilà, tu prenais le profil qui prépare un marathon, qui prépare un trail, qui prépare un 10 km, qui s'entraîne 4-5 fois par semaine. On va dire quelqu'un qui est entre 3 à 5 fois par semaine, qui n'a jamais fait de muscu. Il a bien tenté un petit abonnement à Basic Fit quand il y a eu la promo, mais il n'y est pas resté longtemps. Et là, il se pose la question d'y retourner. Quel groupe musculaire il doit absolument, selon toi, renforcer ? Si on veut rentrer un peu plus dans le concret et le pratique. Alors, dans le concret et dans le pratique, moi, je ne commencerai pas par ce qu'on voit justement dans la science et par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Souvent, on bascule dans ce que les gens savent faire. Et ce que les gens savent faire, c'est des squats, c'est de l'haltérophilie, voilà. En fait, il faut toujours raisonner à partir de ce qu'on cherche à accomplir. Encore une fois, on cherche à enchaîner des appuis unipodaux avec un maximum d'efficience. Là, j'ai à peu près tout dit. Je ne vais pas réviser mon texte, mais je pense que j'ai à peu près tout dit. Des appuis unipodaux. Typiquement, le squat, ce n'est pas fonctionnel pour l'athlète. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. Parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui font du squat. Le squat en France, c'est la... Oui, et dans le monde. La sortie longue dans le running. Quoi. Et dans le monde, c'est le parce footing que dans la running. C'est un beau moyen de devenir très fort en répulsion. C'est un beau mouvement qui sollicite l'ensemble du corps. On voit ça comme un mouvement de jambes. Mais c'est vrai que c'est un mouvement, dès lors qu'on est sur des charges très élevées, qui est hyper intéressant. Sauf que notre runner, en général, il n'a pas de dorsiflexion de cheville, très peu. Donc il a du mal à se mettre accroupi. Je te rappelle qu'il a peu de temps pour s'entraîner. Donc, en général, ces squats, c'est plutôt des quarts de squat, au mieux des demi-squats, rarement des squats cul par terre. Et quand il les fait, souvent, il va les faire avec ce qu'on appelle une rétroversion de bassin, un petit enroulement à la fin du bassin. Donc, du coup, il va pas mourir, ça va. Il va pas se faire une hernie discale d'un seul coup à cause de ça. Sauf que il va peut-être se choper des petites contractures au niveau des lombaires qui vont lui pourrir sa séance de running le lendemain. Là, on est dans la contre-performance. Ça va pas. Okay, donc le squat complet à tout prix, c'est pas ma philosophie, si tu veux. Je suis pro squat complet, très clairement, mais pas pour tout le monde, pas en toutes circonstances. Là, typiquement, c'est des gens que j'aurais plutôt tendance à entraîner en fente, en Bulgarian split squat, ce qui va te permettre de travailler avec des charges beaucoup plus modestes, avec un effet beaucoup plus spécifique, puisque la triple flexion, tu vas l'explorer dans l'unipodalité, dans l'appui à un pied, voire même dans des enchaînements si tu es dans des fentes. Donc, il y a sans doute un répertoire gestuel à cibler qui est plus intéressant sur l'unipodal. Bon. Ensuite, justement, tout part des appuis. Tout part de la qualité de pied. Et ça, les athlètes qui ont vraiment fait de l'athlétisme, ils le savent. Quelle que soit la spécialité, tu te bouffes des gammes à chaque séance. Aujourd'hui, quand on commence l'athlète par l'endurance avec l'objectif d'un marathon, on part courir dans le bois de Vincennes. Voilà. Et on construit son volume sur cette base-là. Bon, là, on prend le problème par le mauvais bout de la raison, en fait. Tu pars de l'énergétique pour
faire une performance mécanique. Or non, on part bien d'une économie gestuelle à chaque foulée. Donc là, il faut se poser la question de la qualité de pied, de la force du pied. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire courir tout le monde en minimaliste. C'est absolument pas ce que je pense. Néanmoins, à un moment donné, il va falloir adresser cette force du pied, cette qualité à restituer de l'énergie à chaque appui. Elle renvoie à de la technique attelée et elle renvoie à des qualités de force. Quand tu dis pied, tu parles quadriceps, ischio, tu mets tout le... Alors j'irai encore un peu plus bas. J'irai sur tous les muscles de la voûte plantaire et des orteils. J'irai sur les muscles qui te permettent de stabiliser ta pronation de cheville et ta flexion-extension de cheville. Et donc, je remonterai sur l'étage du dessus et sur la qualité des mollets. Tu vois. Et là, tu as des gains marginaux qui peuvent aller très, très vite. Et puis, troisième pilier sur lequel je travaillerai dans un premier temps, c'est l'antidéformation, l'antirotation. Le travail de synergie entre le haut du corps et le bas du corps. Et là, on tombe dans de l'entraînement fonctionnel parce que quand on court de manière efficace, efficiente, eh ben, on est justement dans cette opposition bras-jambes permanente avec cette rotation / anti-rotation permanente. Et là, il faut de la force. Parce que ça va m'aider à relancer mes appuis, ça va m'aider à créer une course efficace en endurance de puissance. Et donc, finalement, je prendrai cette porte d'entrée-là qui me permet de cocher la case, de rassurer tout le monde sur la prise de masse, il n'y a pas de doute là-dessus, de finalement gagner du temps dans l'enseignement parce que c'est des patterns moteurs qui ne sont pas très éloignés de ce que je vise au final et de ce que je sais déjà faire. Donc, on est dans l'approche fine du mouvement. Ça permet très très vite d'avoir des séances spécifiques transférables sur le terrain. Donc, je n'ai pas l'impression de régresser dans un premier temps. Et puis, rien ne m'empêche, une fois que tout ça est coché et qu'il y a un goût qui se crée, et une culture et une technicité, de basculer sur des trucs plus conventionnels, de la force avec du squat complet, de la force avec de l'haltérophilie, pourquoi pas. Après, tout est transférable une fois qu'on est adapté. Alors, hyper intéressant, mais très concrètement, comme dirait un ami commun, quel type de travail tu recommandes pour un coureur? Force max, explosivité, gainage, circuit training? Comment on met tout ça en pratique? Alors, on arrive gentiment sur de la planification. C'est-à-dire que dans un premier temps, ce que tu as envie de faire, c'est créer des adaptations qui vont te permettre de créer de l'intensité pour ensuite t'appuyer sur cette intensité. Ça ressemble un peu à un programme d'athlète, finalement. Donc, en réalité, on va créer un minimum de volume qui va ensuite nous permettre de construire de la quantité de qualité. Donc, il faut partir de la technique, il faut partir de l'apprentissage. C'est un des 3 piliers que je vais chercher dans mon premier cycle. Mais un deuxième pilier, ça va quand même être la sollicitation nerveuse qui va me permettre derrière d'accepter des charges plus intenses. Donc, il va falloir passer par cette case-là. Et puis le troisième pilier, c'est quand même un minimum d'hypertrophie. Je parlais tout à l'heure de quelques centaines de grammes. Mais dans cette case endurance de force, il va falloir que j'aille chercher à épaissir un minimum ma fibre pour qu'elle soit résistante, qu'elle soit capable d'encaisser des charges plus intenses. Pourquoi ? Parce que dans le deuxième cycle, tu as raison, je vais aller chercher la force max. Alors, force max, souvent, ça fait peur, parce qu'on s'imagine, ça y est, je vais mettre 180 kilos. Développé couché, ouais. La force max de la plupart des athlètes, c'est leur poids de corps, déjà. Et là, il y a un raccourci absurde qui laisse penser aux athlètes qu'ils sont plus en sécurité en travail poids du corps qu'en travail avec charge. C'est un des arguments de toutes celles et ceux qui prônent la musculation poids de corps. Voilà, mais c'est une hérésie. L'argument premier. C'est une méconnaissance totale de ce que représente le poids du corps par rapport à la force des gens. En général, un coureur, c'est quelqu'un de léger. Tu vois. Donc, OK, il n'a pas un poids de corps très élevé, mais seulement il a une force qui est proportionnelle à ce poids de corps. Donc, en fait, je te prends un exemple très simple, le développé couché que tout le monde arrive à visualiser. Si tu fais des pompes, par exemple, travailler au poids du corps, tu es en toute sécurité si je suis le raisonnement de ces gens-là. Bon, sauf que en fait, il te reste à peu près 80% de ton poids de corps. Tu vois, l'allègement, il est à peu près de cet ordre-là. Moi, pour donner un ordre d'idée, j'ai fait des mesures sur capteur de force. Je pèse 78 kilos. Il me reste 63 kilos quand je suis en position de pompe sur un TRX. T'imagines ? Donc, imagine-toi que je suis très standard. L'immense majorité des gens qui vont commencer au poids du corps, ils font mon poids. Bon, du coup, tu les ferais pas commencer au développé couché à 63 kilos. C'est complètement fou. Tu vois, c'est 10 fois trop lourd. Par contre, on peut les faire commencer à 20 kilos au développé couché, ce qui est moins le cas au poids du corps. Donc, travailler au poids du corps, OK.
Mais l'immense majorité, ouais. l'immense majorité des gens, le poids du corps, c'est déjà de la force max. Donc en fait, il faut décharger le poids du corps. Je vais encore plus loin qu'eux. Je veux dire, oui, travailler au poids du corps. Dans ce cas-là, vous mettez un élastique accroché en hauteur. On en est à la et vous vision de la déchargez. personne qui projette ce qui est valable sur lui, sur tout le monde. C'est ça. Voilà, on est typiquement dans ça, quoi. C'est ça. Qui a des niveaux de force Et qui beaucoup se rend plus élevés. compte de la réalité, en fait, Bah non. qu'il y a d'autres gens, Exact. d'autres... Exact. Ouais. Donc, en fait, voilà, le poids de corps, c'est un faux ami qui est de la musculation à part entière. Et il va falloir le mesurer et l'ajuster en fonction du niveau de pratique. Mais du coup, on parlait d'un peu d'explosivité, force. Comment tu manages un peu tout ça, le gainage, les circuits training. Comment tu managerais un peu un plan, comme tu me disais c'est un peu un plan comme un plan de marathon. Mais comment on manage ça? En fait, tu vas travailler toutes les qualités conjointement. Tu vas avoir un bloc mobilité dans ta séance. Ensuite, tu vas avoir un bloc de force fonctionnelle, on va dire. On va chercher à développer les paramètres de force sur un mouvement polyarticulaire. Et ensuite, tu vas aller travailler de manière un petit peu plus analytique, locale, sur les différents étages dont j'ai parlé tout à l'heure pour aller chercher des Donc on gains commence très global spécifiques. et après on spécifie à chaque fois. Ça, c'est dans la séance. Dans la séance, tu pars du global vers le spécifique en règle générale, vers l'analytique. Il y a quelques contre-exemples, mais globalement, c'est ça. Et par contre, dans ton plan d'entraînement, tu vas donc avoir une phase au départ où on va avoir plutôt un travail d'endurance de force qui va te permettre de réitérer des efforts. Je ne parle pas forcément de séries longues. Souvent, les gens, ils ont peur de ça. Je vais faire des séries de 12, 15 reps. C'est un peu ça, les anciennes pratiques. Bon, aujourd'hui, on a tendance à faire des clusters. Et donc, on a tendance à plutôt réitérer des efforts de 2, 3 reps avec des temps de récup très stressés, surtout pour les féminines d'ailleurs. C'est particulièrement intéressant. Elles ont plus de fibres lentes que les hommes. Donc, du coup, elles ont des capacités de récupération qui sont plus élevées. Et pour différentes raisons, elles sont assez disposées à faire de la force maximale. Donc, du coup, on va plutôt stresser la récup plutôt qu'allonger les séries. Tu vois. Donc, ça va être le moment où je fais mes 3 adaptations que je te rappelle. L'adaptation technique, j'apprends aux gens à faire ce que j'attends d'eux. L'adaptation nerveuse, j'apprends aux gens à encaisser les charges qui vont arriver. Et l'adaptation locale physiologique de la fibre, où on va épaissir un peu localement la fibre pour qu'elle puisse ensuite encaisser de la force. Puis une fois qu'on a fait ce grand cycle, qui va durer peut-être 3, 4, 5 semaines, je vais enchaîner sur un gain de force, un vrai gain de force. Là, je vais chercher à rendre les gens plus forts. Donc, on va pousser peu à peu les charges. Alors, sur des runners, tu vois, je ne vais pas aller au max pour X. Je vais pas aller à... Je sais pas si on fait 6 reps, par exemple, je vais pas chercher le truc où à 6 reps, on se relève pas, quoi. Tu vois, parce qu'on a un volume à accomplir derrière. On n'a pas envie que les gens s'arrêtent. On n'a pas envie que les gens y rentrent en boitant. On n'a pas envie de douleur, de cap de douleur retardée. Pas du tout. Nous, Tu penses pas qu'il faut passer par là aussi? Je pense pas. Je pense pas. On se dit, tiens, l'athlète, il va être un peu courbaturé, il va un peu... mais on va le mettre en amont des objectifs importants. Comme ça, il faut passer par là. Toi, tu penses que c'est pas une étape obligatoire? Je crois qu'il y a 2 choses négatives qui peuvent nous arriver au départ quand on fait une préparation d'un athlète. La première, c'est qu'il déteste ce qu'on lui propose. Et la deuxième, c'est qu'on lui donne raison en lui bloquant son entraînement le lendemain ou en lui limitant ses sensations. Donc, peut-être que d'un certain point de vue de force, on pourra avoir un peu plus de progrès si on a un minimum de courbature, parce que la courbature, c'est aussi un peu la source de l'adaptation. Mais la courbature, c'est le premier niveau du traumatisme musculaire. Okay, c'est une lésion. Donc, Ça reste une lésion. ça reste une lésion. Donc finalement, si on va trop loin dans la courbature, ça veut dire qu'on n'a pas maîtrisé notre charge. Et nous, on a une contrainte mécanique très élevée là, très importante, qui va revenir dès demain avec des gens qui s'écoutent beaucoup. Et ils ont raison, parce que c'est un sport où il faut s'écouter. Et donc des gens qui vont se retrouver avec une séance gâchée le lendemain si on a été trop loin sur la musculation. Donc ma préconisation, c'est plutôt 1 ou 2 reps de réserve quand on est sur des séries au max pour X. Donc pour être très clair, si votre coach vous préconise 8 répétitions, vous cherchez la charge où vous êtes capable d'en faire plutôt 10. Et vous contrôlez la phase excentrique du mouvement pour pas que ce soit trop long, la phase de freinage. C'est là où on crée du dégât musculaire en général. C'est là où on crée de la force aussi. Mais n'y allez pas trop. 4 secondes, c'est trop. Voilà, 2 secondes et demie, c'est très bien. Et là, vous évitez un cap de douleur retardé qui va vous pénaliser sur le reste de votre séance. Avec l'expertise, tout ça devient moins compliqué. Je parle vraiment du démarrage. Alors, tout à l'heure, tu parlais de l'importance des pieds, de muscler les pieds pour un coureur à pied. Mais
effectivement, quand un coureur il rentre dans une salle, il va penser à ses ischios, il va penser à ses quadriceps, il va penser peut-être à ses abdos. Tu vois, les muscles qui semblent le plus évidents quand on cherche à se muscler quand on est un coureur. Mais est-ce qu'il y a des muscles auxquels les coureurs ne pensent pas, mais qui, selon toi, peuvent être intéressants ? Je te donne des exemples, mais les trapèzes, parce qu'un coureur doit être très relâché, est-ce que ça peut faire du sens ? Les lombaires aussi, est-ce que tu as des petits tuyaux, des petites astuces comme ça que tu peux nous partager ? Vous ne pensez pas suffisamment à travailler ces muscles, ces groupes musculaires ? Là, tu me renvoies à un des points que j'ai soulevé tout à l'heure. Donc, j'ai parlé effectivement de la force du pied, mais j'ai aussi parlé effectivement de ce transfert de force dans l'antirotation. Et c'est là qu'on arrive justement sur les fameuses dissociations bassin-épaule et les chaînes fonctionnelles. Et donc, ça, souvent, les gens, ils réduisent ça, tu as raison, aux abdos. Ils réduisent ça au droit de l'abdomen, à la tablette de chocolat. French, ouais. Et oui, c'est important. C'est une zone très importante. Et c'est vrai que les Américains appellent ça le corps, tu vois. Mais nous, on appelle ça le gainage. Et le gainage, étymologiquement, je trouve ça plus intéressant que le corps. Parce que le corps, c'est vraiment le centre du noyau, tu vois. Le gainage, ça renvoie à une gaine de protection autour de quelque chose de fragile, comme une gaine électrique. Et une gaine, ça peut être rigide, mais ça peut être aussi adaptable. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est que non seulement on protège l'ensemble de ce qu'on veut protéger, là en l'occurrence des articulations, mais aussi qu'on soit capable de rigidité comme d'adaptation. À la question que je posais tout à l'heure, de quoi est-ce qu'on est capable de tout ? C'est vraiment ça l'objectif à la fin. Et donc pour faire ça, il faut se rappeler qu'il y a les abdos, il y a les lombaires, forcément, agoniste, antagoniste, il y a toute la symphyse, il y a tout le bassin, il y a tout ce qui se passe au-dessus, la respiration, qui va te permettre de fermer la boîte. C'est-à-dire que souvent on pense au gainage extérieur, mais il faut aussi gainer l'intérieur. Okay ? Et enfin, il y a du gainage à chaque étage. Tu as du gainage abdominal, comme tu as du gainage scapulaire, comme tu peux avoir du gainage cervical, qui est moins urgent chez les runners que chez les rugbyman, évidemment. Mais tout ça existe. Et donc, on va prioriser et on va s'adresser aux différents étages. Et typiquement, un étage qui n'est pas beaucoup adressé en running, c'est effectivement le haut du corps, qui va te permettre, en générant de la force de balancier, de contre-rotation, de générer plus de force sur tes appuis en bas du corps et donc de relancer tes appuis. J'en reviens à mon endurance de puissance. Très. Et puis le gainage, il n'y a pas seulement la planche. Parce que c'est vrai que nous, les coureurs à pied, on voit la planche. Bien sûr. Il y a Alors là, c'est là où les experts, les coachs sont un peu vicieux parce qu'ils ont plein d'imagination pour nous faire souffrir. Et ils sont très créatifs en ce qui concerne le gainage, il faut le reconnaître. En termes de fréquence, combien de séances par semaine ? La durée des séances aussi. Qu'est-ce qui est le plus optimisé selon toi ? Je reprends mon coureur qui s'entraîne 3-5 fois par semaine, qui prépare un marathon. Globalement, est-ce qu'une séance par semaine d'1 heure, ça suffit ? Oui, parce que... et d'ailleurs, on peut peut-être même faire encore plus court et encore mieux que ça. Ce qu'on voudrait quand même arrêter de diffuser aujourd'hui comme info, c'est en dessous d'1 heure, en dessous d'1 heure et demie, tu perds ton temps, ça sert à rien de faire de la musculation, ça sert à rien de faire du renforcement. C'est faux. On sait qu'en une série, on arrive déjà à avoir des adaptations. Alors, évidemment, tu as raison d'appuyer sur ça. Ouais. Il vaut mieux en faire 4, bien sûr. C'est comme en course à pied. Plus tu cours, et à un moment donné, tant que tu manges des glucides et tant que tes genoux ne s'abîment pas, plus tu progresses. Mais puis il faut à un moment donné se reposer pour laisser l'adaptation se produire. Mais en tout cas, c'est la régularité qui compte. C'est la régularité, la répétition des efforts qui à un moment donné va faire que tu vas gagner. Donc, vaut mieux finalement faire 2 petits circuits de 30 minutes, échauffement compris. On peut le faire à la maison, est-ce que ça suffit, quelqu'un qui ne fait pas ? Ou tu recommences quand même d'aller... Ça dépend un peu du niveau de chacun, de leur poids de corps, de ce qu'on fait et à quel point on est capable de tirer la quintessence de chaque répétition. La réponse est oui, mais force est de constater que la plupart des gens qui nous écoutent et qui ne sont pas armés et formés à faire ça et qui n'ont pas vécu tout ça, ne vont pas réussir à tirer de chaque répétition chez eux comme ça, entre 2 chaises, l'intensité qu'il leur faut. Un vrai coach, moi je suis capable, demain je m'enferme, il y a eu le Covid, j'avais pas besoin de grand chose pour maintenir tous mes niveaux de force et de puissance en fait. Mais ça renvoie de l'expertise. Donc finalement, il vaut mieux quand même qu'ils aillent dans une salle, évidemment qu'ils se fassent coacher, accompagner. Si c'est pas le cas, il faut faire des choses très simples, très maîtrisées, en suivant les quelques lignes de conduite que j'ai données. On risque pas grand chose. Et en 20 minutes,
on a déjà des vrais effets. Oui, mais ça, c'est intéressant parce qu'on a eu ça aussi. Je ne sais pas d'où ça vient, mais comme quoi il faudrait courir au moins 45 minutes. C'est à partir de 45 minutes qu'on voit les effets. Et c'est ce que je dis toujours. Mais même si vous allez courir 20 minutes parce que vous êtes une jeune maman, vous avez que 1 heure de pause le midi, que vous déposez votre enfant à la crèche, vous allez le chercher à 17h, vous en occupez, et que vous avez 1 heure de pause le midi, que vous avez que 20 minutes, mais déjà 20 minutes, si vous le mettez avec beaucoup de fréquence, vous allez voir beaucoup d'effets sur vous. Ça suffit, même un footing de Ken, ça suffit. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup, je la répète jamais assez. Fréquence est supérieure à volume, volume est supérieur à l'intensité. La base de tout, c'est la fréquence. Si vous faites même n'importe quoi, mais vous le faites suffisamment assez longtemps, régulièrement, vous allez progresser. Bien sûr. Et c'est valable aussi en musculation, d'après ce que tu me dis. C'est ça qui est intéressant aussi. Ah ouais. Et plus vous êtes débutant, plus c'est vrai, puisque on est dans des moments où les qualités physiques sont dépendantes positivement. Tu vois, tu fais faire un peu de force, tu progresses en endurance, tu fais faire un peu d'endurance, tu progresses en force. L'athlète de haut niveau, c'est l'inverse, c'est une Formule 1. Si on le fait travailler un peu en endurance, le risque, c'est de le ralentir un peu si c'est un sprinter. Donc, il faut faire attention à ces zones d'interférence. Les gens qui s'entraînent de manière loisir sont absolument pas exposés à ça. Pas du tout. Mais c'est vrai que c'est agaçant de se dire « Ah, mais moi, j'ai pas le temps » parce que tout de suite, ils pensent que c'est 3 heures par semaine. Mais non, 20 minutes 3 fois par semaine, c'est déjà, vous allez avoir des progrès énormes. C'est ça, ne vous limitez pas parce que vous n'avez pas le temps. Alors, en dernière partie, on va parler un petit peu de périodisation. Parce que je sais que c'est un sujet sur lequel tu as pas mal potassé et tu as certainement des choses à nous apprendre. On va parler aussi de la coupure. C'est parce qu'on avait fait un sujet avec Tristan et on a vu quelques petites remarques, donc j'aimerais bien aussi ton avis par rapport à ça. Mais avant, je te propose une petite interlude, un peu ludique, un peu sympa. C'est le vrai du faux. L'idée, c'est très simple. Je te donne des questions vrai-faux. Et une idée reçue, quelque chose qu'on entend beaucoup, tu me dis si c'est vrai, tu me dis si c'est faux, en développant, mais on reste un peu sur l'intuitif et du tac au tac. Ok. Et puis, voilà, on a une petite série que je t'ai préparée. Est-ce que tu veux jouer à ce jeu-là ? Ah ouais. Eh ben, c'est parti. Dans la tête d'un coureur, le vrai du faux. Vrai ou faux, la muscu va me faire prendre trop de poids. Et ça, c'est pas bien quand on veut courir vite. C'est vrai et c'est faux. C'est faux si vous prenez les bonnes décisions. Ça peut être vrai si vous prenez les mauvaises décisions. Dans l'immense majorité des cas, c'est faux. Vrai ou faux, pour un coureur, un gainage suffisamment bien adapté suffit comme renforcement musculaire. C'est faux parce qu'il va vous manquer 2 des piliers que j'ai cités. En revanche, c'est mieux que de ne pas en faire. Vrai ou faux, les étirements sont à proscrire dans le cadre de la pratique de la course à pied. C'est complètement faux. Souvent, on confond raideur et manque de souplesse. J'aime bien citer ces athlètes que vous avez forcément tous entendus, on les entend à chaque Jeux Olympiques. J'ai besoin de raideur pour enchaîner mes appuis ou pour courir vite. Et donc là, jusque-là, je suis d'accord avec eux, c'est vrai. Là où je ne suis pas d'accord, c'est sur la suite de la phrase. Donc, je ne m'étire pas. Alors non, là, vous confondez raideur et manque de souplesse. Ça, c'est vraiment important de faire le distinguo. La raideur, c'est une qualité physique, une qualité de force. C'est la capacité à résister d'un tissu, à résister à une déformation. Donc, c'est générer de la force quelque part. C'est très, très différent d'un manque de souplesse, qui est en fait un manque d'amplitude articulaire, qui est absolument pas choisi, qui est absolument pas actif et qui renvoie à aucune qualité. C'est juste que si un jour vous mettez un pied dans un trou, vous allez vous faire mal. Voilà, c'est juste ce qui se passe. En revanche, effectivement, on peut être souple et restituer de la force et restituer de l'énergie. J'en veux pour preuve les taekwondoïstes, les gymnastes, les danseurs étoiles, qui sont ni les moins souples, ni les moins explosifs de la classe. Pendant un moment donné, on voyait les gens, ils couraient à Vincennes, ils s'arrêtaient à aller à une demi-heure de séance, ils s'étiraient, ils tiraient leurs muscles, et voilà. Et puis à l'école, on le faisait tous. Et c'était pas ce qui avait plus efficient, ça crée des traumatismes et tout. Donc c'est vrai qu'il y a eu toute une campagne de prévention sur les étirements, pourquoi on les fait, dans quel but on les fait. Et finalement, malheureusement, quand il y a toute cette campagne, les gens retiennent un peu ce qu'ils veulent. Et ce qu'on a retenu de tout ça, c'est les étirements. Ça sert à rien. Et non seulement ça sert à rien, mais en plus c'est délétère. Ça peut vous blesser. Parce que c'est un peu parce que ça embête tout le monde, les étirements. Donc on retient toujours la vérité qui nous arrange. Et c'est vrai que moi, je l'ai constaté en prépa. Je me suis dit, moi, je fais prépa marathon, j'ai pas beaucoup de temps. Les étirements, je les saute. Et je me suis rendu compte en fin de prépa que j'étais un balai, quoi. J'étais droit. Et je me rendais compte que même moi, dans mon quotidien, cette raideur, elle n'était pas terrible. Et je m'étais dit, peut-être que l'assouplissement, ça aurait été une bonne chose. Et là, tu confortes dans... Voilà, j'avais eu le bon diagnostic.
Ouais, je pense que c'est exactement ce qui t'est arrivé, ouais. Alors après, c'est vrai que les gens, ils entendent tout et son contraire. Bon, rappelez-vous d'une chose très simple, le corps humain est fait pour s'adapter. C'est une machine à s'adapter. Même si vous faites un truc qui, en apparence, n'a aucun sens, par exemple, vous courez, je reprends ton exemple, vous courez, vous vous arrêtez au milieu du bois de Vincennes, vous faites des étirements en plein milieu de votre séance, hyper intense, et vous repartez. Bon, bah même ça, si vous le faites de manière constante et progressive, sans tirer comme un débile, Si ça fait mal. et ben en fait, peu à peu, ça va devenir votre routine, votre contrainte. Et c'est pas idéal, hein, ça coche aucune case de ce que préconise la science aujourd'hui, mais n'empêche que vous progresserez et en endurance et en souplesse. Intéressant. Alors, vrai ou faux, il ne faut jamais faire une séance de muscu jusqu'à une semaine avant une compétition. Une semaine avant, on arrête la muscu. C'est faux. Encore une fois, le corps s'adapte. Le corps se règle sur une contrainte récurrente, régulière. Et quand on est habitué à faire de la force, et qu'on est habitué à faire de la force tard dans sa préparation, eh ben en réalité, c'est un effort anaérobie à haute intensité. Ça coche toutes les cases de la planification finale qu'on peut même mettre le jour de la compétition. Donc ça se prépare évidemment en amont. C'est pas demain, si vous êtes inscrit au marathon de Paris, vous n'avez jamais fait de force et vous faites une séance de force le matin du marathon, vous allez probablement être déçu du résultat. Donc c'est encore une fois beaucoup de bon sens, beaucoup d'adaptation et énormément de progressivité. Vrai ou faux, travailler sa force après 25 ans, quand on est un coureur, devient encore plus important. C'est vrai pour tout un tas de raisons. C'est un vrai ou faux, donc je ne vais pas relancer un nouveau podcast là-dessus. Mais une des raisons, c'est quand même la lutte contre la fonte musculaire. Hein. Le vieillissement est quand même pas mal marqué par ça aujourd'hui, la sarcopénie. Et si on n'a pas envie de devenir un coureur décharné qui n'arrive pas à relancer ses appuis après 40 ans et qui a mal partout, c'est quand même bien de maintenir une masse musculaire. C'est là où on voit les athlètes qui étaient très performants mais sans faire de muscu, et les athlètes qui étaient très performants et qui faisaient de la muscu, passé 30 ans, il y a quand même un fossé qui va commencer à se creuser, quoi. Il dure un peu mieux. Ouais, C'est oui. intéressant. Bah ouais, c'est ça. Mais même en football, où on voit tous ceux qui étaient déjà dès le départ. Tu crées un capital aussi. Oui. Peut-être que ce capital, il ne te servira pas tout de suite. C'est pour ça qu'on entend des coureurs qui disent moi, je fais jamais de muscu, regardez, je suis très bon. On l'entend ça. J'ai encore vu une vidéo sur les réseaux sociaux. Je dis déjà, c'est bien. Tu as tes attitudes, une génétique qui fait. Mais tôt ou tard, la réalité te rattrape. Et tu vas toi aussi vieillir. Et donc, même si tu seras un petit peu au-dessus, tu vas avoir des difficultés. Et moi, je le vois, et surtout sur le trail. Tous les trailers qui ont vraiment une préparation physique pointue, ils vieillissent mieux, ils sont performants plus longtemps. Et on le voit dans le foot, on le voit, il y a plein d'exemples dans plein de sports. La préparation physique, même si c'était un petit peu moins utile là, ça te servira sur du long terme, quoi. Tu crées du capital. Ouais, la réciproque est vraie en force, hein, où on voit des jeunes qui disent non, mais regarde, moi je suis bœuf, je fais que des poids lourds et je mange que de la prot toute la journée. Et le cardio, et je suis en pleine santé. Ouais, aujourd'hui, et puis tu verras, quand tu auras 40 ans, tu auras un cardio d'hippopotame. Oui, et puis voilà, tu risques d'avoir des petites surprises. Vrai ou faux, les bottes de compression ou les pistolets de massage sont très utiles pour la récupération? C'est faux. Ils ne sont pas très utiles. Ils sont un peu utiles. Comme tous les outils de récupération, les gains sont marginaux. On les prend. On est content d'avoir des gains marginaux. C'est mieux que pas de gains. Mais il n'y a pas de magie. La récupération ultime, c'est le sommeil. Et au fond, tous ces outils-là doivent être envisagés comme des outils qui vous permettront de mieux dormir. Vrai ou faux, le meilleur test de performance, je parle de test de performance, pour connaître la forme physique d'un athlète, c'est une course et c'est pas de la data. C'est la réalité indiscutable de cette performance complexe et multiforme qu'est la compétition d'athlétisme aujourd'hui. C'est de la physio, c'est de la biomécanique, donc ok, on a de la force, on a de l'endurance, très bien, mais c'est de la compète. À la fin, il y a de la tronche, il y a de l'émotion, il y a du rapport à la dureté, du rapport aux autres, et donc à la fin, le vrai test, c'est ça. Et on en connaît des Tarzans du dimanche qui pètent tous les records sur Strava. Et puis une fois qu'il y a un dossard qui mettent plus un pied dans l'autre. Ouais, ça reste c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Hein, et ça, c'est toujours la même chose. Alors, on vient de parler de musculation. Merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Même ce petit vrai et du faux, ça nous a permis d'enfoncer un peu les clous. Alors,
on n'aura pas le temps de faire tout le sujet que j'avais prévu sur la périodisation parce que le temps passe très vite, mais ce sera aussi l'occasion de te réinviter pour en reparler un petit peu parce que c'est vrai que c'est intéressant. Mais globalement, si on veut faire un petit teaser, comment tu résumerais la périodisation ? Je sais que c'est un sujet que tu as beaucoup travaillé, et notamment dans le cadre de la préparation d'un coureur à pied. En fait, c'est passer en mode méthodologie de projet. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur des aspects... C'est plus des aspects scientifiques qui doivent guider l'exercice. Et souvent, c'est ça l'erreur. C'est d'essayer de répliquer ce qu'on nous vend à la télé quand l'équipe de France de foot démarre doucement un tournoi. On dit « Ouais, mais vous inquiétez pas, le pic de forme arrive dans 2 semaines. » Déjà, il faut y aller. Et puis ensuite, vous avez vu les joueurs 3 semaines cumulées sur l'année. J'ai bien du mal à savoir comment vous allez réussir à faire ça. Donc ça, c'est du flan. Non, là, ce qu'on veut, c'est le mode projet. C'est-à-dire comment je vais faire un rétro-planning à partir de ma date d'échéance pour faire rentrer dedans toute ma vie réelle, parce que les gens, ils ont une vraie vie, hein. Donc le travail, les vacances au ski, les jours fériés, les temps de famille, les temps pro, tout ça, avec mon volume d'entraînement qui est très clair dans ma tête. Je sais combien je dois faire à minima chaque semaine et je sais combien je vais faire dans les cycles de choc et dans les cycles de récup, très bien. Et mes cycles de décharge. Cycles de décharge qui sont l'occasion peut-être d'aller faire d'autres contenus d'entraînement, mais en tout cas de laisser les adaptations s'installer. Parce qu'à un moment donné, il faut laisser aussi c'est un peu comme de l'agriculture. Si je fais que planter et que je ramasse jamais mes fruits, je mange rien. Donc ça va s'arrêter à un moment donné. Donc là, il va falloir à un moment donné quand même laisser les choses pousser et récolter. Bon. Ça reste des petits temps, mais il faut les programmer. Et puis, j'ai des compétitions intermédiaires. J'ai des compétitions de préparation, peut-être même qualificatives parfois. Donc, il va falloir que je les programme aussi. Donc, en fait, on va faire un rétro-planning comme ça. Et ensuite, on va faire rentrer la science. Mais en fait, on est extrêmement contraint par le planning. Une fois qu'on a dit ça, j'ai posé mes 2, 3, 4 dates. Bon, sur les 4 dates, les 3 semaines qui précèdent, c'est l'affûtage. En général, sur ces 4 dates, la semaine qui suit, c'est à minima récup de voyage et récup douleur retardée, etc. Donc, Pizza burger. Voilà, peut-être il faut un peu de relâche aussi, effectivement. Donc, de toute façon, j'ai entre 1 semaine et 10 jours derrière qui vont être de toute façon à volume réduit. Hein. On va réduire la voilure. Bon, là, je viens de te faire déjà quasiment 5 semaines de planification x 3 sur l'année. On en a 48 si on les compte toutes. Tu vois. Derrière, tu vas avoir peut-être 2 camps d'entraînement. Bon, on est en train de parler d'une adaptation sur une dizaine de semaines du programme, finalement. Le reste, on est quand même très, très fléché par la réalité du calendrier. Et si je te rajoute les vacances au ski, tu vois, on est cadré. Okay. Et donc, derrière, une fois qu'on a posé ce cadre-là, comment on fait rentrer la science ? On aura certainement l'occasion de te réinviter parce que voilà, c'est intéressant de savoir. Et des fois, nous, les coureurs, on se pose la question de comment est-ce qu'on construit une saison, qu'est-ce qu'on peut faire après un marathon, est-ce qu'il faut faire un 10 km avant un marathon. Donc tout ça, ça peut être intéressant, ça fera certainement l'occasion d'un autre sujet. Mais j'aimerais quand même qu'on fasse un focus sur la partie récupération et surtout sur la partie temps de coupure. Tu vois, la coupure estivale, hivernale, en fonction de quand on la prépare dans la saison. On avait fait un sujet à ça, ça avait fait pas mal réagir. Et c'est vrai qu'on a vu des remarques en nous disant... Bon, la coupure, c'est un truc de créateur de contenu, c'est un truc d'influenceur, vous voulez déculpabiliser les gens, mais en gros, il n'y a pas de miracle. Si on veut être performant, il faut s'entraîner. Si on ne s'entraîne pas, il y a la désathlétisation. Donc en fait, vous allez reculer et après, vous allez juste créer du retard. Voilà, alors ça me rappelle un mème qu'on disait, on en parlait tout à l'heure, mais... c'est ce fameux mème où on demande à quelqu'un quelle est ta stratégie et il dit « Moi, j'ai pas de stratégie. La stratégie, c'est pour ceux qui n'ont pas confiance. » Ça me faisait un petit peu penser à ça. Mais voilà, globalement, est-ce que c'est un truc d'influenceur, de créateur de contenu, la coupure estivale ? Et est-ce que globalement, les pros, ça coupe pas, quoi ? Là, je demande ça vraiment à quelqu'un qui encadre des athlètes olympiques. Je veux vraiment la vérité. Hein. Je veux qu'on tranche sur ce sujet. Non, la vérité, c'est que ça coupe, évidemment. Ça coupe mécaniquement, physiologiquement, mais ça coupe émotionnellement aussi. À un moment donné, on ne peut pas être dans le dur tout le temps en permanence, ou alors, encore une fois, ça ne dure pas. Les infos, on les a. Il faut déculpabiliser les gens dans les deux sens. Il faut déculpabiliser les gens de s'arrêter, ça c'est vrai. Et puis les déculpabiliser de continuer quand il faut, parce qu'il faut s'écouter. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de garder toujours un minimum de contact pour se rassurer, pour garder leurs repères. Il y a peut-être des gens qui se désentraînent plus vite que d'autres. Bon,
On a testé quand même, l'expert de l'affûtage, pour ceux que ça intéresse, et de la récup à gros volume, c'est Mujica. C'est un spécialiste qui vient de la natation. Inigo Mujica. Lui, il a tout testé sur les volumes de nageurs, etc. Bon, vous voyez, les nageurs, c'est encore un cran au-dessus de la course à pied en volume parce qu'ils n'ont pas les contraintes mécaniques. En plus, ils ne sont pas emmerdés. Pour la désathlétisation, ça va encore plus vite, je crois. Voilà. On dit souvent, nous, les coureurs, dès qu'on arrête 2 semaines, on perd tout, mais je crois que... En fait, plus le volume augmente et plus la désathlétisation arrive tard. Donc, il y a 2 types de nageurs, ceux qui s'entraînent en intensité, ceux qui s'entraînent en volume. Ceux qui s'entraînent en intensité, ça reste déjà 2 fois le volume de n'importe quel autre sport. Tu vois. Bon, eux, ils ont 3 semaines avant le désentraînement. T'imagines 3 semaines d'arrêt complet. Hein. Et sur les gros volumes, c'est 6 semaines. C'est rassurant. Donc c'est hyper rassurant, il faut se détendre. On se dit, je m'arrête 1 semaine, j'ai perdu tout mon niveau. Il faut se détendre. Il faut se détendre. Et inversement, il y a plein de gens qui arrêtent et puis qui reviennent avec des super sensations, de l'envie, de la niaque, et ils se sentent plus forts que quand ils ont arrêté. Et sans doute qu'ils le sont, parce qu'en fait, il y a eu les fameuses adaptations dont je parlais tout à l'heure, mais aussi cette sensation de fraîcheur liée à la coupure. J'ai re-envie là d'un coup. Donc ça se gère, ça se teste. Il y a des gens qui ont besoin d'1 semaine, il y a des gens qui peuvent aller jusqu'à 3 semaines. Et cool, essayez, testez. Des athlètes olympiques qui font 5 semaines, moi je peux te citer des noms. Mais bien sûr, c'est un test à faire pour vous, au même titre que vous avez testé de faire un 10 km avant un marathon, au même titre qu'à un moment donné, vous avez testé de faire de la haute fréquence d'entraînement à haute intensité, très fractionnée, et de faire du gros volume sous le seuil. Vous avez testé plein de choses d'entraînement, vous avez pris des risques un peu, mais vous avez surtout appris à connaître mieux votre corps, mieux connaître les méthodes d'entraînement et comment il y réagit, et faites pareil avec la récup. Donc globalement, tu le conseilles. Bien sûr. Voilà. Bon, c'est intéressant parce que comme tu dis, il faut déculpabiliser sur les deux. Moi, la pression que j'ai plus, c'est que les coureurs veulent toujours tout le temps très bien faire, et même les amateurs. Et ils ont quand même vite l'impression que s'ils ne s'entraînent pas, ils vont perdre tout de suite leur niveau. Ouais, il y a beaucoup d'anxiété derrière ça. L'inversion à l'effort, c'est-à-dire qu'en gros, plus t'en fais, plus ça devient simple d'en faire parce que tu as acquis des compétences et du coup, ça te motive à continuer. Et donc, parce que c'est une vraie force, parce que tu es puissant, tu es rapide, tu es efficace, tu as tout ton volume d'entraînement. Et du coup, l'entraînement, il est plus simple. Il faut être honnête, quoi. Parce que, voilà, et si tu commences à arrêter, tu dis, mais tout ce que je vais perdre, tout ce que j'ai mis tout le temps à construire, je vais le perdre. Et ça, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui, du coup, ils coupent pas par rapport à ça en se disant, il y a beaucoup d'anxiété. Tellement de temps à créer ça que j'ai pas envie de le perdre. Bon, c'est là qu'il faut se rassurer. D'abord, peut-être qu'on peut avoir une bonne surprise, c'est l'inverse qui va se produire. En tout cas, c'est la théorie, c'est ce qu'on espère. Encore une fois, c'est pas une science exacte. Mais déjà, on peut espérer ça. Mais surtout, ce qu'on sait, l'info qu'on a de manière assez uniforme, c'est la régression, elle arrive longtemps après et dans des petites proportions. Ouais, donc ça, c'est du calme. C'est ce qu'il faut garder en tête. Alors Aurélien, avant de se quitter, si tu devais transmettre un seul message à la communauté Dans la tête d'un coureur, ce serait lequel ? Ce serait quoi ? Eh bien, essayez les choses, soyez curieux en fait, observez. Les coureurs sont des gens qui s'observent énormément et qui des fois prennent pas le temps de l'expérimentation, alors que sur le volume d'entraînement qu'ils ont, c'est justement un loisir que les crossfitters ont moins, parce que sur 3 fois 1 heure, on a moins de marge de manœuvre. Donc, profitez du volume que vous donne votre entraînement pour tester des choses et observer. Écoutez-vous. Faites-le sur la récup, faites-le sur la force, comme vous l'avez fait et vous le faites régulièrement sur certains programmes d'entraînement. Et puis, derrière, vous connaîtrez mieux vos potentiels. Et puis, le deuxième conseil que j'aimerais donner, c'est... Encore une fois, je reviens à ma question, de quoi est-ce que vous êtes capable ? La réponse doit être de tout. Et pour ça, il faut entraîner son mouvement. Et donc, il faut revenir à des bases de mobilité dans votre entraînement. Et ça, c'est vrai que c'est un peu du temps en plus. Mais par contre, ce n'est pas de la contrainte en plus physique. C'est pas comme la force où, malgré tout, la demi-heure, on va quand même s'entraîner. Non, là, c'est quand vous êtes en train de regarder ce podcast sur YouTube le soir ou que vous regardez un Netflix, prenez le temps de l'automassage, de l'étirement, de la mobilité, du mouvement pour vous donner des capacités motrices qui vous permettront de faire n'importe quelle modalité d'entraînement dans une côte qui monte, dans une côte qui descend, avec un poids sur les épaules si vous voulez, en salle de muscu si vous voulez, vous êtes capable de tout. Et je compléterai, si tu me permets, ne vous enfermez pas dans une chapelle. Ce qu'il faut, c'est le volume, ce qu'il faut. C'est exactement ça. Seuil. Parce que exactement ça.
vous pensez qu'il y a une méthode ou qu'il y a un principe parce que, je sais pas, c'est votre influenceur ou parce que ça a marché sur vous, mais faites le test. Si vous reproduisez tout le temps le même plan d'entraînement semi-marathon, vous allez voir que très vite, vous allez non seulement plus progresser, mais aussi régresser. Et pourtant, vous allez répéter tout le temps le même plan d'entraînement. Ça va même être plus facile. Vous allez même avoir des meilleures données cardiaques. Mais bizarrement, le chrono à la fin, il ne sera pas bon. Et il y a plein d'athlètes qui ont pris plein de virages, qui ont drastiquement réduit leur volume, mais pourtant qui ont fait des meilleurs chronos après. Et inversement, il y en a qui ont grandi. Je pense que c'est la diversité, c'est le choc. C'est justement faire en sorte que le corps s'habitue très vite. Tu l'as dit, c'est une fabuleuse machine à natation. Et donc, il faut créer du stress pour progresser. Donc, des fois, il faut savoir aussi un petit peu plus voilà, tout ça est bien dosé, mais voilà, ne vous enfermez pas dans une chapelle. C'est quand même dommage. Il y a quelques grandes règles, aucune loi. Ouais. Merci beaucoup Aurélien. Si on veut te suivre un peu plus sur les réseaux, quel réseau tu nous recommandes où tu es très actif? Aurélien Broussal, très actif sur Instagram. Aurélien Broussal, très pas actif sur TikTok? sur YouTube. J'ai un petit TikTok. Voilà. Pour voilà, les plus jeunes d'entre nous. Mais je danse pas beaucoup, je suis désolé. Et voilà, j'ai aussi un podcast qui intéressera sûrement les auditeurs, qui s'appelle 3 minutes prépa physique. J'ai 3 minutes pour vous expliquer un concept de prépa physique. Intéressant. Ouais. Très court, très dynamique. Et puis j'ai ABD Podcast aussi où on va sur des formats longs, on va plus dans la prépa physique et dans la... On mettra tous les liens en commentaire. Merci beaucoup Aurélien. Et puis je te dis peut-être à bientôt pour un prochain épisode. Avec grand plaisir. À très vite.